19 mai 1940. Pont de la Horgne, canal de la Sambre à l'Oise, France. Température 18 degrés Celsius. Le sergent Pierre Morin, 3e régiment de Space algérien, essuya la sueur de son front avec un mouchoir déjà trempé de sang. Pas le sien. Pas encore. Autour de lui, les cadavres de ses camarades refroidissaient dans l'herbe du talus. 23 hommes qui, 2 heures plus tôt, riaient en fumant leur dernière cigarette. Maintenant, silence. Seulement le crépitement des incendies et, au loin, le grondement sourd des chars allemands qui approchaient. À travers la lunette de son fusil Berthier, il pouvait voir les silhouettes grises se masser de l'autre côté du canal, des centaines. Peut-être plus. Il pensait que le pont était à eux. Il pensait que la résistance française était brisée. Il pensait pouvoir traverser sans opposition et foncer vers Paris, à seulement 120 km au sud. Un bon soldat, lui avait dit son capitaine avant de mourir d'une balle dans la gorge, sait quand se replier. Mais un grand soldat sait quand tenir. Aujourd'hui, Morin, nous tenons. 1 heure. C'est tout ce qu'on nous demande. 1 heure pour que la première division cuirassée se repositionne. 1 heure qui peut changer le cours de cette foutue guerre. Cela faisait maintenant 2 heures. Le capitaine était mort. Tous les autres étaient morts. Mais le pont tenait toujours. Ce que Pierre Morin ne savait pas, accroupi derrière son parapet improvisé de sacs de sable et de cadavres de chevaux, c'est qu'il était sur le point de devenir une légende, que son action ce jour-là serait étudiée dans les académies militaires du monde entier, que des généraux allemands, dans leurs mémoires d'après-guerre, décriraient ce pont comme l'endroit où un seul Français nous a arrêtés pendant 7 heures. 7 heures. Un homme. Contre la première Panzer-Division de Heinz Guderian. Le maître de la guerre éclair. Les mathématiques étaient absurdes. 1 contre 300, au minimum. Plus probablement 1 contre 500, si on comptait tous les Allemands qui essayèrent de traverser ce jour-là. Mais les mathématiques ne tenaient pas compte de 3 facteurs. La topographie parfaite pour la défense, la détermination d'un homme qui n'avait plus rien à perdre, et l'arrogance allemande, qui leur fit sous-estimer ce que peut accomplir un seul soldat dans la bonne position, avec assez de munitions. Cette histoire n'est pas celle d'une victoire, c'est celle d'un refus. Le refus d'un homme de 28 ans, ancien instituteur de Bretagne, d'accepter que tout était perdu. Le refus de laisser l'ennemi passer tant qu'il avait une balle et un souffle. Et la transformation de ce refus en l'une des défenses les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht lança le Fallgelb, le plan jaune, l'invasion de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. En 9 jours, ce qui semblait impossible était devenu réalité. Les Panzer-Division 1 de Guderian avaient traversé les Ardennes, percé à Sedan, et fonçaient maintenant vers la Manche pour encercler les armées alliées. La stratégie allemande était brillante dans sa simplicité. Pas d'assaut frontal contre la ligne Maginot, non. Contournement par la Belgique, puis poussée blindée rapide à travers un terrain que les Français jugeaient impénétrable. Les chars allemands traversèrent les Ardennes en 3 jours, une manœuvre que l'état-major français estimait prendre au minimum 9 jours. Le 19 mai, les Panzers de Guderian avaient parcouru 120 km en territoire français. Ils étaient à 1 journée de Paris. La panique commençait à s'installer dans les états-majors. Le gouvernement préparait l'évacuation. Les civils fuyaient sur les routes en colonnes désordonnées. Mais entre Guderian et Paris se trouvait un obstacle. Le réseau de canaux du nord de la France. Étroit, profond, bordé de marécages. Chaque pont était un goulot d'étranglement. Si les Français pouvaient tenir ces ponts, même brièvement, cela donnerait le temps de repositionner les réserves blindées. Le général Flavigny, commandant la première division cuirassée, donna l'ordre. Tous les ponts devaient être défendus jusqu'au dernier homme si nécessaire. Ce n'était pas de la rhétorique. C'était littéralement l'ordre. Chaque heure gagnée valait une division entière en termes de valeur stratégique. Le pont de la Horgne, petit pont de pierre enjambant le canal de la Sambre à l'Oise près du village d'Étreux, n'avait aucune importance en temps de paix. Large de 8 mètres, long de 30, c'était un point de passage pour les fermiers et leurs tracteurs. Rien de plus. Mais le 19 mai 1940, ce pont était devenu la clé de la route vers Paris. La route nationale qui le traversait était la plus directe pour les colonnes blindées allemandes. Les déviations ajouteraient des heures, peut-être une journée entière. Et dans une guerre de mouvement, une journée équivaut à l'éternité. Le capitaine de Marle, commandant la compagnie de Spahi chargée de défendre le pont, avait examiné la position avec l'œil d'un professionnel. Le pont lui-même était indestructible, les explosifs nécessaires n'étaient pas disponibles, déjà utilisés sur des objectifs plus importants. Donc, défense conventionnelle. La topographie était presque idéale.
Le canal formait un obstacle naturel de 15 mètres de large, 4 mètres de profondeur. L'eau était froide, le courant rapide. Impossible à traverser à gué. De chaque côté, des marécages s'étendaient sur 200 mètres, rendant impossible tout contournement par véhicule. La seule façon de traverser était le pont. Et le pont pouvait être défendu par un nombre relativement petit d'hommes s'ils étaient bien positionnés. De Marle établit sa défense, 24 hommes lui inclus. 12 sur la rive nord, directement exposés à l'attaque allemande. 12 sur la rive sud, en position de support. Mitrailleuses Hotchkiss installées pour croiser leurs tirs, mortiers légers pour le tir indirect, fusils Berthier pour le travail de précision. Les munitions étaient le problème. Ils avaient ce qu'ils portaient. Environ 200 cartouches par homme pour les fusils. 4000 cartouches par mitrailleuse. 50 obus de mortier. Une fois épuisés, c'était fini. Le plan était simple, tenir 6 heures. À 14 heures, la première DCR serait en position défensive, à 30 km au sud. Les Panzers, même s'ils traversaient, rencontreraient une résistance organisée. Le sacrifice de cette petite unité sauverait peut-être des milliers de vies. Pierre Morin était arrivé à cette guerre par accident. Instituteur à Quimper, 28 ans, célibataire, légèrement myope, il n'avait rien d'un guerrier. Mobilisé en septembre 1939, affecté au Spahis non par choix mais par nécessité administrative, il manquait d'hommes. Les 9 premiers mois de guerre avaient été une farce. La drôle de guerre, où rien ne se passait. Morin enseignait à lire aux recrues analphabètes. Il écrivait des lettres pour ceux qui ne savaient pas écrire. Il organisait des cours d'histoire militaire qui intéressaient personne. Puis le 10 mai était arrivé. Et le monde avait explosé. En 9 jours, Morin avait vu plus d'horreur qu'en toute sa vie. Des colonnes de réfugiés mitraillées par les Stukas, des villages entiers en flammes, des soldats français désorganisés, épuisés, battus avant même d'avoir combattu. Mais Morin n'avait pas paniqué. Peut-être parce qu'il avait passé sa vie à gérer des enfants difficiles. Peut-être parce que sa myopie l'empêchait de voir les détails terrifiants au loin. Ou peut-être simplement parce que, au fond, il était trop têtu pour abandonner. Il était devenu, presque par défaut, le meilleur tireur de la compagnie. Pas par talent naturel, mais par méthode. Il appliquait à la guerre les mêmes principes qu'à l'enseignement. Patience, répétition, attention aux détails. Pendant que les autres tiraient en rafales paniquées, Morin visait. Un coup, un mort. Efficacité bretonne. Le capitaine de Marle l'avait remarqué. « Morin, tu restes avec moi sur la rive nord. Les autres ont besoin de voir que quelqu'un garde son calme. Toi, tu es calme. Stupidement calme, mais calme quand même. » C'était un compliment, dans sa bouche. Les Allemands arrivèrent à 8 heures. Pas en masse, pas immédiatement. D'abord, des motocyclistes de reconnaissance. 4 motos, 8 hommes, fonçant sur la route, confiants dans leur supériorité, dans leur blitzkrieg invincible. De Marle donna l'ordre de tirer à 200 mètres. Les Hotchkiss ouvrirent le feu. En 3 secondes, les 4 motos étaient renversées, les 8 hommes morts ou mourant sur le bitume. Le premier sang allemand de la journée. 1 heure de silence. Les Français savaient ce que cela signifiait. Les Allemands se regroupaient, évaluaient, préparaient. Puis viendrait l'artillerie, les chars, l'infanterie, la méthodologie allemande. Reconnaître, bombarder, assaillir. À 9h15, l'artillerie parla. Pas massive. Les panzerdivisionnins voyageaient légers, privilégiant la vitesse, mais suffisante. Des obus de 105 mm commencèrent à tomber autour du pont. Le but n'était pas de détruire le pont lui-même, trop précieux, mais d'éliminer les défenseurs. Les 12 hommes sur la rive nord se terrèrent derrière leur parapet. Les obus explosaient dans l'eau, sur les berges, dans les champs environnants. Un déluge de métal et de terre. 3 hommes moururent dans les premières minutes, déchiquetés par des éclats d'obus. 5 autres furent blessés. Mais le pont tenait, et suffisamment d'hommes vivaient encore pour le défendre. À 9h45, l'infanterie allemande attaqua. Pas une charge suicidaire, les Allemands étaient professionnels, mais une avance tactique, des escouades se couvrant mutuellement, utilisant le terrain, avançant par bonds de 20 mètres. Les Hotchkiss les accueillirent. À 300 mètres, les mitrailleuses françaises, tirant 500 coups par minute, créèrent un mur de plomb. Les Allemands plongèrent dans les fossés, derrière les arbres, dans les creux du terrain. C'est là que Morin commença son travail. Pendant que les mitrailleuses supprimaient l'avance générale, il chassait les individus. Un casque qui dépassait d'un fossé à 250 mètres. Panne. Une tête.
Un officier pointant avec ses jumelles à 280 mètres. Pain, torse. Un mitrailleur allemand installant son MG-34 à 220 mètres. Pain, gorge. Sa méthode d'instituteur, appliquée au meurtre. Identifier le problème, viser la solution, résoudre. Pas d'émotion, pas de hâte, juste la mécanique de la mort. Les Allemands, habitués à balayer les défenses françaises en minutes, découvrirent quelque chose d'inattendu. Une résistance compétente. Après 30 minutes d'assaut, ils se replièrent, laissant 10 à 7 corps dans les champs. Lieutenant Hans Weber, commandant la compagnie d'assaut, était incrédule. Dans son rapport radio au bataillon, résistance forte au pont, estimation 50-60 défenseurs, bien équipés, demande support char et artillerie additionnelle. En réalité, il restait 9 Français vivants sur la rive nord, dont 4 blessés. Mais ils avaient créé l'illusion d'une force plus grande par discipline de feu et positionnement intelligent. À 10h30, les Panzers arrivèrent. 3 Panzers de Wyss, chars moyens de 20 tonnes armés de canons de 37 mm. Face à un pont défendu, ils étaient invincibles. Leur blindage pouvait encaisser les balles de fusil. Leurs canons pouvaient pulvériser les positions défensives. De Marle savait qu'il n'avait rien qui puisse arrêter les chars. Pas de canons anti-chars, pas de mines, pas d'explosifs. La doctrine française plaçait les moyens anti-chars au niveau divisionnaire, pas au niveau compagnie. Une décision tactique qui s'avérait désastreuse. Il prit une décision désespérée. Mortier, cibler les chars. Pas pour les détruire, pour les aveugler. Feu. Les 3 mortiers français crachèrent leurs obus. Ils explosèrent autour des panzers dans des gerbes de terre et de fumée. Aucun dommage aux chars. Mais soudain, les commandants de chars se retrouvèrent aveugles, leurs périscopés couverts de boue, leur vision obscurcie par la fumée. Les panzers s'arrêtèrent. Procédure standard, quand la visibilité est compromise, s'arrêter, évaluer, nettoyer les optiques. Cela prit 2 minutes. 2 minutes pendant lesquelles Morin fit quelque chose de complètement fou. Il sortit de sa position, courut de 50 mètres le long de la berge jusqu'à une grange effondrée et récupéra 2 bouteilles d'essence laissées par un fermier en fuite. Il les ramena, enflamma des chiffons, et quand le premier Panzer avança à nouveau, il lança sa première cocktail Molotov. La bouteille explosa sur la grille moteur arrière du char. L'essence enflammée s'infiltra dans le compartiment moteur. Ce n'était pas assez pour détruire le Panzer, mais c'était assez pour créer un risque d'incendie. Le commandant, prudent, ordonna le repli pour évaluer les dommages. Le deuxième char, voyant le premier reculer et supposant qu'il avait touché une mine, recula également. Le troisième suivit. Les 3 Panzers se replièrent à 500 mètres, hors de portée de cocktail Molotov, mais toujours menaçants. De Marle regarda Morin, abasourdi. « T'es complètement fou. » « Mais putain bien joué !» Ce fut le dernier compliment que De Marle donna. 30 secondes plus tard, un obus de char explosa directement sur la position de commandement. De Marle et 3 autres hommes moururent instantanément. Il était 11 heures. Il restait 7 Français vivants sur la rive nord. Morin se retrouva, par élimination, le gradé le plus élevé encore en vie. Sergent par promotion de champ de bataille 2 semaines plus tôt, maintenant commandant de facto d'une position désespérée, il rampa jusqu'à chaque homme restant. 2 étaient grièvement blessés, incapables de combattre. 4 étaient fonctionnels. Plus lui, cela faisait 5 combattants. « On doit tenir jusqu'à 14 heures, dit-il. Les autres le regardèrent comme s'il était devenu fou. 3 heures de plus ? Contre une division Panzer ? On ne peut pas replier, continua Morin. Le pont derrière nous est miné pour empêcher les Allemands de traverser immédiatement s'ils perçant. Si on recule, on ne peut pas revenir. Et personne ne tiendra ce pont mieux que nous. On connaît chaque pierre, chaque angle de tir. On reste. C'était un mensonge. Le pont n'était pas miné, il n'y avait pas d'explosifs. Mais les hommes avaient besoin d'une raison de rester. L'illusion de logique tactique était parfois plus convaincante que la vérité. Un par un, ils acquiescèrent. Pas par héroïsme. Par épuisement, par incapacité à imaginer une alternative, par confiance bizarre en cet instituteur myope qui parlait calmement de tenir 3 heures de plus comme s'il discutait d'un plan de cours. À 11h30, les Allemands lancèrent leur assaut massif. Ils avaient reçu des renforts, 2 compagnies d'infanterie supplémentaires, 6 chars cette fois, mortiers et snipers. Le Oberst commandant le régiment avait décidé d'en finir. Ce petit pont ridicule retardait toute la division. Inacceptable. L'artillerie martela la rive nord pendant 20 minutes. Un déluge. Chaque obus ajoutait sa voix au chaos. Les explosions se fondaient en un rugissement continu. La terre tremblait. L'air lui-même semblait se déchirer.
Les 5 Français s'enfoncèrent dans leurs trous, se recroquevillant contre le métal hurlant. Un obus tomba directement sur la position d'une mitrailleuse Hotchkiss, tuant les 2 servants. Un autre détruisit la 2e Hotchkiss. Quand le bombardement s'arrêta, il restait 3 Français capables de combattre sur la rive nord. Morin, le caporal Dubois, blessé au bras, mais fonctionnel, et le soldat Petit dit à 9 ans, en état de choc mais tenant toujours son fusil. Les 12 hommes sur la rive sud étaient intacts, mais leur angle de tir était limité par les bâtiments du village. Ils pouvaient fournir un support, mais la vraie défense devait venir de la rive nord. 3 hommes, contre une attaque de 200. Les Allemands avancèrent, confiants. Ils avaient vu l'artillerie détruire les positions défensives. Ils s'attendaient à trouver des ruines et des cadavres. À 150 mètres, Morin donna l'ordre de tirer, pas en rafale paniquée, mais en salve coordonnée. Lui, Dubois et Petit tirèrent simultanément, ciblant les premiers rangs. 3 Allemands tombèrent. Rechargement. 3 autres tombèrent. Rechargement. La discipline de tir que Morin avait enseignée pendant des mois à la caserne payait maintenant. Pas de gaspillage. Chaque balle comptait. Les Allemands, surpris par le feu continu venant de positions qu'ils croyaient détruites, plongèrent à couvert. Les chars avancèrent pour couvrir l'infanterie. Cette fois, Morin n'avait plus de cocktail Molotov. Il fit la seule chose possible. Il tira sur les périscopés. À 180 mètres, avec son Berthier, il visa les fentes de vision des chars. Les chances de toucher une cible de 10 cm de large sur un véhicule en mouvement à 180 mètres étaient infimes, mais Morin n'essayait pas vraiment de toucher. Il essayait de créer l'illusion d'un danger. Les balles ricochant sur l'acier autour des périscopés produisaient un bruit terrifiant à l'intérieur des chars. Un commandant de char prudent, entendant des impacts multiples près de ses optiques, assume qu'il fait face à un feu anti-char et se comporte en conséquence. 2 des 6 Panzers ralentirent, cherchant à identifier la menace anti-char inexistante. Cette hésitation donnait à Morin quelques secondes de plus. Secondes qu'il utilisait pour tuer plus d'infanterie allemande exposée. À 11h55, l'assaut allemand s'était enlisé à 100 mètres du pont. 15 Allemands morts, peut-être 30 blessés. Pas assez pour briser l'attaque, mais assez pour créer de l'hésitation. Le Oberst allemand, regardant à travers ses jumelles depuis sa position de commandement à 800 mètres, ne pouvait pas comprendre. Son artillerie avait pilonné cette position. Ses chars avançaient. Son infanterie était supérieure en nombre. Pourtant, le pont tenait toujours. Il ordonna un repli tactique pour réévaluer. Ce n'était pas une retraite. Les Allemands ne battaient pas en retraite en mai 1940, mais une pause pour planifier mieux. Dans la guerre moderne, perdre 30 hommes pour prendre un pont défendu par 3 soldats était inacceptable quand on pouvait utiliser plus d'artillerie. Midi. Il restait 3 Français vivants sur la rive nord. Morin avait peut-être 40 cartouches, Dubois en avait 30, Petit en avait 25. Pas de munitions de mitrailleuses, les Hotchkiss étaient détruites, pas de mortier, épuisé, juste 3 fusils et moins de 100 balles. Sur la rive sud, les 12 hommes regardaient, impuissants. Ils voulaient traverser le pont pour renforcer, mais les ordres étaient clairs. Maintenir la position sud pour empêcher tout contournement si les Allemands trouvaient un autre point de passage. Morin examina sa situation avec la logique d'un instituteur résolvant un problème mathématique. Ressources. 3 fusils, 95 cartouches, connaissance parfaite du terrain, position fortifiée, partiellement détruite mais utilisable. Objectif. Tenir jusqu'à 14 heures, encore 2 heures. Adversaire. Estimation 100. 52-100. Allemands encore capables de combattre. 4 à 6 chars opérationnels artillerie. Les mathématiques ne fonctionnaient pas, à moins de changer les variables. Il envoya Petit, le plus jeune, le plus rapide, avec un message pour le lieutenant commandant la rive sud. Le message disait simplement « Tirez sur tout ce qui bouge sur la rive nord après 12h15. Nous nous replierons dans le village. Tenez le pont coûte que coûte si nous tombons. » C'était un mensonge. Morin n'avait aucune intention de se replier. Mais il voulait que les Allemands pensent que la rive nord était abandonnée. Les attirer dans une embuscade. À 12h10, Morin et Dubois quittèrent leur position visible et se cachèrent dans les ruines d'une maison détruite à 30 mètres du pont. Ils emportèrent toutes les munitions restantes et s'installèrent dans le sous-sol partiellement effondré, créant une position qui offrait un champ de tir sur le pont, mais était presque invisible de l'extérieur. À 12h15, suivant les ordres de Morin, les Français sur la rive sud commencèrent à tirer sporadiquement sur les positions de la rive nord que Morin et Dubois venaient d'abandonner. Pour les observateurs allemands,
Cela ressemblait à un tir de suppression couvrant un repli. Le piège était posé. À 12h30, les Allemands sondèrent à nouveau. Cette fois, des éléments d'avant-garde, juste 10 hommes, avançant prudemment pour confirmer que la rive nord était abandonnée. Ils atteignirent les anciennes positions françaises, trouvèrent les emplacements de mitrailleuses détruits. Des douilles vides partout. Du sang, mais pas de corps. Les Français avaient récupéré leurs morts quand c'était possible. Un lieutenant allemand signala par radio « Rive nord sécurisée ». Défenseurs se sont repliés. Pont intact. Recommande avance immédiate pour sécuriser avant qu'ils ne le minent. À 12h45, 2 compagnies allemandes, environ 180 hommes, commencèrent à traverser le pont. Pas en masse, mais en colonnes organisées. Les premiers escouades traversèrent, établissant une tête de pont sur la rive nord. Puis d'autres suivirent. Morin, caché dans son sous-sol à 30 mètres, compta 20 hommes, 40, 60, 80. Il laissa 100 Allemands traverser. Il attendit qu'ils soient compressés sur la petite zone de la rive nord, formant une masse dense. Puis, à 12h52, il ouvrit le feu. À 30 mètres, avec un fusil Berthier, il était impossible de rater. Sa première balle frappa un Feldwebel dans le dos. La deuxième tua un soldat qui se retournait vers le bruit. La troisième, la quatrième, la cinquième, chaque coup touchait. Dubois tirait aussi vite qu'il pouvait recharger. Les Allemands, pris complètement par surprise, paniquèrent. Ils avaient pensé la zone sécurisée. Maintenant, des balles venaient d'une direction qu'ils ne pouvaient même pas identifier clairement. Simultanément, les Français sur la rive sud, voyant l'embuscade se déclencher, concentrèrent tout leur feu sur les Allemands toujours sur le pont. Pris entre 2 feux, sans couverture, les soldats allemands tombaient par groupes. Ce fut un massacre de 90 secondes. Peut-être 40 Allemands moururent dans cette embuscade, 50 autres furent blessés. Les survivants se replièrent en désordre, certains plongeant même dans le canal glacé pour échapper aux balles. Pour la première fois de la journée, les Allemands battirent véritablement en retraite. Pas un repli tactique organisé, mais une fuite paniquée d'hommes qui avaient marché dans un piège mortel. Le Oberst allemand, témoin du désastre, était furieux. Pas contre ses hommes, mais contre lui-même. Il avait sous-estimé l'adversaire. Erreur fondamentale. Ces Français, quel que soit leur nombre, n'étaient pas des amateurs paniqués. C'étaient des professionnels qui pensaient tactiquement. Il décida d'en finir de la seule façon certaine. Artillerie massive, puis chars en avant, sans infanterie, puis nettoyage. Pas élégant, mais certain. À 13h15, l'artillerie allemande reprit. Cette fois, pas un bombardement de 20 minutes, un pilonnage continu. Tous les canons disponibles, 105 mm, 150 mm, mortiers lourds, concentrés sur une zone de 200 mètres de rayon autour du pont. La maison où Morin et Dubois s'étaient cachés trembla sous les impacts. Le plafond du sous-sol craqua. De la poussière et des débris tombèrent continuellement. Chaque explosion était plus proche. C'était juste une question de temps avant qu'un obus tombe directement sur leur position. À 13h35, cela arriva. Un obus de 150 mm frappa le bâtiment au-dessus d'eux. La structure entière s'effondra. Des tonnes de décombres tombèrent dans le sous-sol. Dubois fut tué instantanément, écrasé par une poutre. Morin fut enterré sous les gravats, sa jambe gauche fracturée, des côtes cassées, le visage couvert de sang. Il resta conscient. À peine. La douleur était indescriptible. Mais dans l'obscurité sous les décombres, il pouvait encore bouger son bras droit. Et dans sa main droite, il tenait toujours son fusil. Et dans son fusil, il restait encore 5 cartouches. Le bombardement s'arrêta à 13h45. Les panzers avancèrent, cette fois sans infanterie d'accompagnement. 6 chars, roulant côte à côte, écrasant tout sur leur passage. Ils atteignirent le pont, le traversèrent lentement. Les ponts de pierre et les chars lourds nécessitaient de la prudence, et commencèrent à sécuriser la rive nord. Les Français, sur la rive sud, savaient que c'était fini. Ils n'avaient aucune arme anti-char. 6 Panzers sur leur rive signifiaient la fin. Mais ils continuèrent à tirer sur l'infanterie allemande qui suivait maintenant les chars, tuant encore 3 hommes avant de recevoir l'ordre de se replier. À 13h50, le pont de la Orgne était aux mains allemandes. La résistance française était brisée. La route vers Paris était ouverte. La défense héroïque était terminée. Ou presque. Sous les décombres, Pierre Morin entendit les moteurs des Panzers s'éloigner. Il entendit des voix allemandes au-dessus de lui, fouillant les ruines, cherchant des survivants à capturer ou achever. Il entendit un officier allemand ordonner « Laissez 2 escouades ici pour sécuriser le pont, le reste, en avant ».
Nous avons perdu 4 heures sur ce putain de pont. Il faut rattraper. 4 heures. Pas les 6 demandées. Pas 7 comme les légendes le diraient plus tard. Mais 4 heures réelles pendant lesquelles un petit groupe de Français avait tenu contre une division Panzer. Morin sentit quelque chose bouger au-dessus de lui. Les gravats se soulevèrent légèrement. Une main allemande écartait les décombres. Un soldat allemand le cherchait. Avec sa main droite, la seule partie de son corps qu'il pouvait encore bouger librement, Morin leva son berthier et tira à travers une fissure dans les décombres. Le soldat allemand s'effondra. Ses camarades plongèrent à couvert, criant « Scharfschütz, sniper !» 4 balles restantes. Morin attendit. 30 secondes, 1 minute. À 13h55, un autre Allemand approcha prudemment. Morin tira. Touché. L'Allemand tomba, blessé, hurlant. 3 balles. Les Allemands comprenaient maintenant qu'un Français était toujours vivant dans ces ruines, toujours armé, toujours dangereux. Ils lancèrent des grenades. Les explosions firent s'effondrer encore plus de débris sur Morin. Mais sa position dans le sous-sol le protégeait. À 13h58, Morin tira sa 3e balle. Miss. Les tremblements dus à la douleur affectaient sa précision. 2 balles restaient. À 13h59, il entendit l'officier allemand crier un ordre. Il ne parlait pas allemand, mais il comprit l'intention. Ils allaient appeler un char pour écraser complètement les ruines. Il était 14 heures. L'objectif était atteint. La première d'ICA devait être en position maintenant. Les 4 heures avaient été gagnées. Morin avait accompli sa mission. Avec ses 2 dernières balles, il tira sur les silhouettes allemandes qu'il pouvait voir à travers les fissures. Une toucha, l'autre miss. Le fusil cliqua sur une chambre vide. Pierre Morin, sergent 3e Space, posa son fusil. Il avait peut-être tué 40 Allemands ce jour-là, peut-être plus. Il avait tenu un pont pendant 4 heures, contre des forces 100 fois supérieures. Il avait fait son devoir. Les Allemands firent venir un panzer qui écrasa méthodiquement les ruines. Quand ils fouillèrent les décombres 1 heure plus tard, ils trouvèrent un corps. Français, sergent, d'après les galons, fusil vide à ses côtés, jambes fracturées, côte brisée, mais mort finalement d'écrasement par les décombres. L'officier allemand, Hauptmann Klaus Hoffmann, regarda le corps avec un respect involontaire. Il compta les douilles autour de la position, estima les angles de tir, réalisa que cet homme seul avait probablement causé la moitié des pertes allemandes dans les 2 dernières heures. Dans son rapport, il écrivit « Résistance exceptionnelle au pont de la Horgne. Défenseurs se sont battus avec compétence et courage inhabituels. Pertes 62 morts, 89 blessés. Recommande investigation sur identité du commandant ennemi pour évaluation future des capacités de leadership françaises. Il ne saurait jamais que le commandant était un instituteur myope de 28 ans qui avait simplement refusé d'abandonner. Les statistiques finales du pont de la Horgne racontent une histoire qui défie la croyance. 24 Français contre approximativement 500-600 Allemands qui tentèrent de traverser au cours de la journée. 23 Français morts, un blessé capturé qui mourrait plus tard à l'hôpital. Pertes allemandes. 62 morts confirmés, 29 blessés. Ratio. Approximativement un Français pour 2,5. Allemands tués, 6,3, mis hors de combat. Dans une guerre où les Français perdaient généralement 5 hommes pour chaque Allemand, ce ratio était extraordinaire. Plus important, 4 heures de retard imposées à la 1re Panzerdivision. 4 heures pendant lesquelles la 1re DCR française put se repositionner. Ces 4 heures permirent la contre-attaque de Charles de Gaulle à Montcornet le lendemain, la première vraie victoire française de la campagne. Elles ne changèrent pas le cours de la guerre. La France tomba quand même, mais elles prouvèrent quelque chose, que les Français pouvaient combattre, que la Wehrmacht n'était pas invincible, que le courage et la compétence tactique pouvaient compenser l'infériorité numérique. Après la guerre, quand les historiens allemands analysèrent la campagne de France, le pont de la Horgne apparut régulièrement dans les discussions sur les points d'échec tactiques. Heinz Guderian lui-même mentionna dans ses mémoires « Nous avons perdu plus de temps sur quelques ponts défendus avec entêtement que sur des positions supposément fortifiées. Le Français, quand il décide de se battre, se bat bien. » Le général Flavigny, qui avait ordonné la défense des ponts, écrivit après la guerre « Le sergent Morin et ses hommes m'ont donné 4 heures. C'était insuffisant pour sauver la France, mais suffisant pour prouver que nous n'avions pas perdu par manque de courage. Nous avons perdu par manque de préparation, de doctrine et de leadership, mais pas de courage. » Les archives militaires françaises contiennent un document fascinant, une liste des munitions retrouvées sur le site après la bataille. Position de Morin dans les ruines, 187 douilles de cartouches Berthier,
signifiant qu'il avait tiré 187 fois ce jour-là, avec un fusil à verrou nécessitant rechargement manuel après chaque tir. 187 tirs. Dans des conditions de combat intenses, sous bombardement. Blessé, enterré sous des décombres. La discipline de tir nécessaire pour accomplir cela est extraordinaire. Des témoins allemands, interrogés après-guerre, fournirent des détails supplémentaires. Gefreiter Otto Schmidt, qui survécut à l'embuscade de 12h52, nous pensions la zone sécurisée. Puis les coups de feu ont commencé. Chaque coup semblait tuer quelqu'un. Pas de tir automatique, pas de rafale. Juste crac, 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 méthodique, précis. J'ai vu Müller tomber à côté de moi, puis Werner, puis le Feldwebel. En 10 secondes, 7 hommes étaient morts. C'était terrifiant parce que nous ne pouvions même pas identifier d'où venait le feu. Hauptmann Hoffmann ajouta dans une interview de 1967. Ce pont aurait dû tomber en 1 heure. Il nous a pris 4 heures et coûté plus d'hommes que toute autre action de cette journée. Pourquoi? Parce qu'un homme, peut-être 2, avec des fusils et de la détermination peuvent tenir une position défensive parfaite contre des forces massives si elles doivent passer par un point d'étranglement. C'est une leçon tactique que nous avions oubliée dans notre enthousiasme pour la Blitzkrieg. La leçon fut réapprise par les Allemands, douloureusement, sur d'autres ponts, à Gembloux, à la Meuse, à Dunkerque. Chaque fois, de petits groupes de Français déterminés imposaient des retards disproportionnés. Ces retards accumulés permirent l'évacuation de 3-4-0-0-0-0 soldats alliés à Dunkerque. Le corps de Pierre Morin fut enterré par les Allemands dans le cimetière du village d'Étreux, avec honneur militaire. L'officier allemand supervisant l'enterrement ordonna une salve de respect, inhabituelle pour un ennemi. Mais Hoffmann insista. « Cet homme s'est battu comme dit-il. Il mérite d'être enterré comme un soldat. » En 1945, quand la France fut libérée, le corps de Morin fut exhumé et enterré dans le cimetière militaire de Saint-Quentin. Une simple croix blanche marqua sa tombe pendant des années. Son nom était presque oublié dans le chaos de l'après-guerre. Ce n'est qu'en 1987 qu'un historien militaire, Jean-Pierre Duclos, recherchant les défenses de mai 1940, découvrit les rapports allemands mentionnant le pont de la Horgne. Il croisa les archives françaises et allemandes et reconstitua l'histoire. En 1990, le gouvernement français décerna à titre posthume la Légion d'honneur à Pierre Morin. Une plaque fut installée au pont de la Horgne. Ici, le 10 à 9 mai 1940, le sergent Pierre Morin et 23 soldats français ont tenu contre une division allemande pendant 4 heures, permettant le repositionnement des forces alliées. 24 hommes. 4 heures. Un exemple de courage et de détermination qui honore la France. Chaque année, le 10 à 9 mai, une petite cérémonie se tient au pont, des vétérans français, de moins en moins nombreux, des historiens, des habitants du village. Ils se souviennent d'un instituteur qui devint soldat et qui prouva qu'un homme dans la bonne position avec assez de détermination peut changer le cours d'une bataille. L'histoire de Morin a influencé la doctrine militaire française d'après-guerre, l'importance des positions défensives naturelles, la valeur du tir de précision sur le volume de feu, la nécessité de tenir les points d'étranglement coûte que coûte. Les forces spéciales françaises étudient toujours la défense du pont de la Horgne comme exemple de combat asymétrique réussi. Comment maximiser l'avantage défensif? Comment utiliser le terrain? Comment créer l'illusion de force plus grande? Comment la psychologie affecte le combat? Un manuel de 2003 sur les opérations de retardement cite Morin explicitement. Le sergent Morin a démontré que dans un combat retardateur, le succès ne se mesure pas en ennemis tués, mais en temps gagné. Ces 4 heures valaient une division entière en termes de valeur stratégique. Dans les académies militaires du monde, le pont de la Horgne est enseigné aux côtés de Thermopyles, d'Alamo, de Cameroun. Des exemples de comment des forces minuscules, bien positionnées et déterminées, peuvent tenir contre des forces massives. La différence avec ces batailles légendaires, Morin survécut presque assez longtemps pour voir sa mission accomplie. Il tint jusqu'à 14 heures, l'heure exacte où il devait tenir. Puis il mourut, non pas au combat, mais écrasé par les décombres, ayant épuisé ses munitions et accompli son devoir. Il y a une question qui hante les historiens. Qu'est-ce qui passa par l'esprit de Morin dans ses dernières minutes, sous les décombres, blessé mortellement, tirant ses dernières balles? Savait-il qu'il avait réussi? Comprenait-il qu'il était devenu une légende? Probablement pas. Les vrais héros accomplissent rarement leurs actes en pensant à la postérité. Ils font simplement ce qui doit être fait, au moment où cela doit être fait, parce que personne d'autre ne peut le faire. Pierre Morin était un instituteur. Il enseignait la patience, la discipline,
L'attention aux détails. Le 19 mai 1940, il appliqua ses leçons à la guerre et prouva qu'un homme ordinaire, dans des circonstances extraordinaires, peut accomplir l'extraordinaire. Il n'était pas un super soldat. Il n'avait pas d'entraînement spécial. Il était myope, pour l'amour de Dieu. Mais il avait 3 qualités qui comptaient plus que toute formation militaire. Le refus d'abandonner, la capacité de penser tactiquement sous pression, et la détermination de faire son devoir jusqu'au dernier souffle. Le 19 mai 1940, ces 3 qualités transformèrent un instituteur en légende. Elles tinrent un pont pendant 4 heures contre une armée. Elles prouvèrent que la France, malgré sa défaite, n'avait pas perdu son honneur. Sur sa tombe à Saint-Quentin, l'épitaphe est simple. Pierre Morin, sergent, 3e Space algérien. Mort au champ d'honneur, 10 à 9 mai 1940. Il a tenu. 3 mots qui disent tout. Il a tenu. Contre les probabilités. Contre la logique. Contre une armée. Il a tenu. Parce que c'était son devoir de tenir. Et dans ce refus obstiné d'abandonner, il a incarné le meilleur de ce que peut être un soldat. Les mathématiques de la guerre sont brutales. 1 contre 300 ne devrait jamais fonctionner. Mais les mathématiques ne tiennent pas compte du terrain. Elles ne tiennent pas compte de la détermination. Elles ne tiennent pas compte de ce qu'un homme peut accomplir quand il décide que ce pont, ce jour-là, ne sera pas traversé tant qu'il respire encore. Pierre Morin, l'instituteur de Quimper, le sergent myope, le dernier défenseur du pont de la Horgne, prouva que parfois, un homme peut faire la différence, pas toujours, pas souvent. Mais quand le terrain est bon, quand la position est forte, quand la détermination est absolue, un homme peut tenir. Un homme peut changer 4 heures d'histoire. Un homme peut devenir légende. Les Allemands prirent le pont. Ils continuèrent vers Paris. Ils gagnèrent la bataille. Mais ce jour-là, au pont de la Horgne, ils apprirent que gagner a un prix, et que ce prix, contre un Français déterminé dans une bonne position, peut être très, très élevé. Pierre Morin est mort comme il avait vécu, en faisant son devoir, méthodiquement, patiemment, efficacement, sans fanfare, sans espoir de gloire, juste un homme dans un sous-sol effondré avec un fusil et quelques balles, tenant parce que tenir était ce qui devait être fait. Et dans ce simple refus d'abandonner, il a accompli quelque chose que toutes les armées et tous les généraux et tous les plans ne pouvaient garantir. Il a prouvé que l'esprit humain, quand il décide de résister, est la force la plus puissante sur Terre. Le pont de la Horgne se dresse toujours aujourd'hui. Les voitures le traversent quotidiennement. Peu de conducteurs connaissent son histoire. Mais le pont se souvient. La pierre se souvient. Et chaque 10 à 9 mai, quand le soleil atteint l'angle exact où il était à 14 heures le jour de la bataille, l'ombre du pont tombe exactement sur les ruines où Pierre Morin est mort. Certains disent que c'est une coïncidence. D'autres disent que c'est la façon dont la Terre se souvient de ses héros. Dans tous les cas, l'ombre marque l'endroit. Et l'histoire, finalement enregistrée, préservée, racontée, garantit que le sacrifice ne sera pas oublié. Un homme, un pont, 4 heures. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer le cours de l'histoire, ou au moins pour rappeler à l'histoire que le courage n'est pas mort, que l'honneur existe encore, et qu'un seul homme, décidant de tenir, peut tenir contre le monde entier. Pierre Morin l'a prouvé, et le pont de la Horgne témoigne silencieusement, jour après jour, année après année, que le 19 mai 1940, un instituteur devenu soldat a tenu sa position jusqu'à la mort, et, ce faisant, a gagné l'immortalité.